La musique, c'est toute ma vie, depuis toujours. J'étais en fac de droit à côté au cas où ça marche pas, parce que j'habitais en province. Et puis, financièrement, c'est vrai que je pouvais pas me permettre, j'avais besoin d'un plan B. 4 ans qu'on attend le nouvel album de Nolwenn qui arrivera au printemps. Entre-temps, elle se fait très discrète. Incroyable carrière pour cette chanteuse et musicienne classique qui gagne par hasard la Star Academy et qui ne fait depuis 15 ans que ce qui lui plaît contre l'avis de tout le monde. Elle est devenue une grande chanteuse populaire en retrouvant ses racines bretonnes et n'a jamais oublié le serment qu'elle a fait un jour à l'abbé Pierre. Nolwenn, lorsque vous disparaissez vraiment. Je disparais vraiment. Vous savez, je crois que les gens en Bretagne, on est un peu des taiseux. Et je crois que c'est vraiment ce que je suis, en fait. C'est-à-dire que c'est pas de la timidité, c'est juste que c'est ne pas parler pour ne rien dire. Kersozon, qui vous connaît bien, dit que vous n'êtes pas une fille de votre époque. C'est sûr que si on considère qu'être de son époque, c'est se répandre tous les jours sur les réseaux sociaux, se filmer, se photographier minute par minute et se mettre en scène, en dehors de la scène, c'est sûr que c'est pas forcément ce qui m'anime. Il faut dire que vous, ça a démarré très fort avec la Star Academy. Vous avez été exposé. On vous a un peu brûlé les ailes aussi. Je crois que ça a été assez violent. Je crois que c'est ce qui m'a un peu échaudée, oui. Quand on sort de fac de droit et du conservatoire et puis qu'on est propulsé dans cet environnement un peu étrange, c'est pas quelque chose de naturel. Donc forcément, on est, oui, il y a de la violence là-dedans. On a cru que c'était la télé qui vous avait fait chanteuse, alors que la chanson et la musique arrivaient de bien plus loin, de l'enfance, du conservatoire. Vous jouez de 3 instruments, c'est ça? Oui, je joue du violon, du piano. Moi, c'était... de la harpe aussi, je crois. Un petit peu. Non, moi, j'étais au conservatoire depuis des années. La musique, c'est toute ma vie, depuis toujours. J'étais en fac de droit à côté au cas où ça marche pas, parce que j'habitais en province. Et puis, financièrement, c'est vrai que je pouvais pas me permettre, j'avais besoin d'un plan B. Je pouvais pas vivre à Paris, je pouvais pas me payer les allers-retours en train, même si je travaillais le week-end pour me payer mes cours au conservatoire. Vous faisiez quoi? Je faisais caissière le week-end. Alors, dans l'été, j'étais à la boulangerie. Et le week-end, je faisais la caisse, ouais. Et par exemple, lorsque vous décidez de réveiller des chants bretons, au début, tout le monde ricane, en se disant, mais où elle va? Moi, ce que j'entendais à ce moment-là, c'est bon, quoi. Là, elle s'enterre définitivement. Ça va être la chanteuse provinciale bretonne. Là, c'est fini, elle est dans son trou. On vous dit, arrête, là, tu vas vraiment dans le mur, et vous persistez. Et je persiste. Ouais, mais ça, c'est taiseux et têtu, le breton aussi. Et d'un seul coup, tous ceux qui ont douté de cet album se taisent, parce qu'effectivement, vous l'avez vendu à plus d'1 million de... Ouais. Il s'est passé quelque chose qui se passe très rarement dans une carrière d'artiste. Aujourd'hui, on nous dit ce qu'on doit écouter, on nous dit ce qu'on doit aller voir au cinéma, on nous dit pour qui on doit voter. C'est vrai que c'est quelque chose quand même de récurrent. Et là, pour la première fois, c'est les gens qui m'ont emmené, les médias, en fait. C'est-à-dire que c'est au moment où le succès est arrivé que d'un coup, toutes les projecteurs se sont retournés vers moi et, grâce au public. Les gens n'avaient pas peur d'écouter ce qu'ils avaient envie d'écouter, même si à ce moment-là, on disait que c'était pas le truc à écouter, forcément. Et quand on se trouve en phase comme ça, avec autant de monde, c'est indescriptible, ce sentiment-là. Il y a eu un autre moment où la France entière a été en phase avec vous. C'est lorsque vous avez chanté à l'hommage national pour les victimes du 13 novembre. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on a... On ne peut pas imaginer un jour dans sa vie qu'on va avoir à chanter lors d'un événement comme celui-ci. C'est pas concevable, on n'est pas préparé à cela. Je crois que quand il n'y a pas de mots sur l'horreur absolue, peut-être que c'est mieux de chanter par quelque chose de très organique finalement, par des vibrations de la voix, des fréquences, quelque chose qui
comme une sorte de prière intérieure. On n'était pas là, en fait, en tant qu'artiste et que chacune, on était là, juste, c'était juste nos voix. Je pense que le chant peut être un remède et en tout cas apaiser parfois les douleurs. Et moi, c'est comme ça, à ce moment-là, que je l'ai ressenti. Quand on n'a que l'amour. Ouais. À offrir en prière pour les maux de la terre, en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Un autre moment important dans votre vie, l'impression que la rencontre avec l'abbé Pierre a modifié votre vie. Le moment où il a pris mes mains dans les siennes et qu'il il avait un regard, une manière de s'adresser à l'autre qui est complètement incroyable. On se sentait seul au monde et on se sentait investi d'une mission. C'est cette rencontre avec l'abbé Pierre qui fait que d'un seul coup, le mal-logement est devenu une des grandes causes de votre vie. Oui, et puis je crois aussi parce qu'à un moment donné, j'ai peut-être eu des angoisses aussi dans ma vie personnelle aussi, lorsque ma vie familiale a basculé, lorsque j'étais bien plus jeune et qu'on a justement à ce moment-là quitté la Bretagne. Si ma grand-mère n'avait pas été là à ce moment-là, on aurait pu se retrouver dans une situation de mal-logement. Quand vos parents ont divorcé. Ouais. On s'est retrouvés clairement dans la galère. Et je crois qu'à ce moment-là, j'étais envahie d'une angoisse en me disant, mais finalement, du jour au lendemain, ta vie, elle peut basculer. Des situations, on va dire, au sens large de mal-logement, ça touche quand même 13 millions de gens en France. C'est pas forcément parce qu'on a fait les mauvais choix dans sa vie, parce qu'on a fait des erreurs. Parfois, c'est parce que la vie bascule. Est-ce que vous aimeriez, comme l'abbé Pierre, comme Coluche, être une voix qui, d'un seul coup, réveille les consciences ? Et je lui ai promis de continuer à porter son message. Maintenant, c'est quelque chose, et ce que je fais encore aujourd'hui. Mais vous savez, c'est pas facile dans le métier que je fais d'aborder ces sujets-là, parce que ça rend les gens tristes et ça n'intéresse. Enfin, c'est pas que ça n'intéresse personne, mais moi, lorsque j'en parle, on me dit, tu sais, les gens, ils sont chez eux, là, ils sont bien, ils regardent la télé pour se détendre, ils n'ont pas envie qu'on leur parle des gens dans la rue, en fait. Parfois, je m'en veux parce que j'aimerais pouvoir prendre la parole, mais c'est juste difficile parce qu'aussi, lorsqu'on me voit arriver, on se dit, on s'attend pas forcément à ça. Et... Chanter tais-toi ? Ouais. Il n'y a plus de coups de gueule comme il y avait à l'époque, il n'y a plus... allez-y. Ma colère, c'est d'avoir suivi de très près les primaires, de ne pas avoir entendu un seul moment parler du mal-logement. C'est quand même dingue de se dire qu'il y a encore des gens qui, en plein hiver, qui sont dans la rue, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas, ce qu'on va dire, les besoins primaires, enfin élémentaires que chaque être humain devrait avoir. Ce n'est pas normal. Pour moi, là, cette année, c'est un enjeu majeur de la campagne présidentielle. Il faut que, à un moment donné, le mal-logement devienne grande cause nationale en France. Je ne vois pas les choses autrement.